Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours d'échecs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la partie nulle ou match nul. Ça va prolonger un petit peu le cours qu'on avait fait la semaine passée consacré au pat, parce que le pat est une des formes de match nul, mais il faut savoir qu'aux échecs, il y a plusieurs manières différentes de faire match nul. Il y en a même 6. Alors je vais essayer de vous les détailler un petit peu dans cette vidéo, à la fois pour que vous soyez au courant de toutes les règles du jeu. Alors il y en a qui sont un petit peu subtiles et cachées et qu'on n'apprend pas toujours, donc je vais toutes vous les rappeler. Et en même temps, ça vous permettra de comprendre certaines stratégies particulières, notamment dans les fins de partie, quand ces questions de match nul se posent le plus souvent. Alors, je vais vous détailler déjà les noms de tous ces cas de match nul, et puis vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, le premier, c'est le pat. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle insuffisance de matériel. Le troisième, c'est la règle des 50 coups. Le quatrième, la répétition de la position. Le cinquième, échec perpétuel. Et enfin, sixième, la proposition. Voilà. Alors, le pat, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a fait une vidéo, sur la question. Je vous rappelle juste la définition. Le pat, c'est une situation où l'un des camps a le trait, c'est à lui de jouer. Son roi n'est pas en échec et il ne dispose d'aucun coup légal dans la position. Ni coup de roi, ni coup d'autres pièces ou autres pions s'il en a dans la position. Tout doit être bloqué. Aucun coup n'est possible, mais le roi n'est pas attaqué. La partie s'arrête, match nul, quel que soit le matériel des blancs et des noirs sur l'échiquier. Ok, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle insuffisance de matériel. Alors, insuffisance de matériel, c'est une situation où aucun échec et mat n'est possible, ni pour les blancs, ni pour les noirs, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de pièces sur le jeu permettant de faire un échec et mat, même en cas de jeu le plus médiocre, c'est-à-dire en réalité le plus mauvais de son adversaire. Alors, le cas le plus évident de cette situation, c'est le cas où un roi blanc est face à un roi noir sans rien d'autre, roi contre roi. Cette finale est forcément nulle. Pourquoi? Les deux rois ne peuvent pas se toucher, c'est interdit, donc ils ne peuvent pas s'attaquer. Donc, ils peuvent bouger partout autour d'eux sur l'échiquier, à condition de ne pas toucher le roi adverse, mais ça leur laisse toujours forcément une ou plusieurs cases de fuite, donc ce n'est pas du tout pat, il y a plusieurs coups possibles à chaque fois, mais malgré tout, il n'y aura jamais d'échec au roi. Donc, pas d'échec et mat, donc on peut s'arrêter tout de suite. Une partie roi contre roi, ça ne sert à rien de la continuer, c'est match nul. Mais il y a d'autres rapports matériels où c'est aussi match nul. Dans l'exemple que je vous ai mis sur l'échiquier, j'ai mis roi et cavalier contre roi. Alors, les blancs ont un avantage matériel, ils ont un cavalier de plus. Dans la plupart des situations, un cavalier de plus, ça permet de gagner. Mais le problème, c'est que le cavalier étant tout seul, cette configuration matérielle ne permet pas de gagner la partie. Il n'existe pas d'échec et mat possible avec un roi et un cavalier contre un roi tout seul. Si vous voulez, vous pouvez essayer chez vous, vous mettez ça sur un échiquier, vous placez ces trois pièces où vous voulez sur le jeu en essayant de créer un échec et mat, vous verrez, vous n'y arriverez pas. Même dans la situation la pire possible pour les noirs, en imaginant par exemple le roi qui est coincé dans le coin, il n'a que trois cases de fuite, le roi adverse en face de lui en H6 qui fait barrage, le cavalier par exemple en F7 qui ferait échec au roi, le roi s'enfuirait en G8. Si le roi blanc, vous le transposez en F8 pour bloquer la case G8, vous ne contrôlez plus H7, etc., etc. Bon, je vous laisse faire, vous pourrez regarder, mais il n'existe pas d'échec et mat, roi, cavalier contre roi. Pareil pour roi et fou. Si le cavalier, je mettais un fou à la place, ça serait match nul, c'est même pas la peine de jouer. Vous mettez un débutant complet avec les noirs, le champion du monde des échecs avec les blancs, avec roi et fou contre roi, c'est match nul. Il n'y a pas de moyen possible de forcer un échec et mat avec ce matériel. Je vais vous montrer maintenant un cas plus limite qui n'est pas match nul. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais imaginons une situation, allez, je mets une situation générique, peu importe, roi et pion contre roi. Voilà, imaginons une situation comme celle-ci. Alors à première vue, si on réfléchit pas, on se dit, bah, le pion est moins fort que le cavalier et le fou. Donc si le cavalier et le fou ne permettent pas de faire échec et mat, le pion a fortiori ne le pourra pas. Donc ça devrait être match nul sans jouer. En réalité, ce n'est pas le cas parce que le pion a une particularité, un pouvoir que n'ont ni le cavalier ni le fou, c'est qu'il peut se transformer en dame, se promouvoir. Alors j'ai dit il peut, j'ai pas dit que c'est sûr. Mais ici, par exemple, la partie va continuer. Le pion ne fera pas échec et mat par lui-même ici. Mais, deux cas de figure, soit les blancs réussissent à se promouvoir en dame et ils vont gagner, soit les noirs arrêtent le pion
et ça va être match nul. Mais en tout cas, on va continuer. Ici, par exemple, si c'est aux blancs de jouer, ils peuvent gagner. Ils jouent simplement roi D6 pour pousser le roi noir à droite ou à gauche, peu importe, il va devoir partir. Et ensuite, le roi va se décaler en, disons, E7 et le pion va se promouvoir. Je peux vous montrer rapidement une variante. Voilà, c'est tout simple, le roi s'en va, peu importe, et le roi blanc soutient la poussée du pion, et avec la dame, donc roi et dame contre dame, c'est échec et mat assez facilement. Sachez aussi que roi et tour contre dame, c'est échec et mat assez facilement aussi. Un petit peu plus de technique, mais malgré tout, c'est échec et mat. Donc ça, c'est la première règle de match nul, c'est insuffisance matérielle. Alors, il y a des cas un petit peu limites. Par exemple, il y a une position, c'est roi et 2 cavaliers contre roi tout seul. Alors, cette position, elle est particulière. Je vous en mets un exemple sur l'échiquier. Voilà. Cette position, il faut savoir qu'on ne peut pas forcer un échec et mat. C'est-à-dire que si le roi noir joue bien, et en l'occurrence, il suffit, c'est pas très difficile, il suffit de ne pas se laisser entraîner dans un coin. À chaque fois qu'on nous fait un échec au roi, par exemple, je vous donne un exemple typique, si je fais un échec au roi comme ceci, le roi doit essayer d'aller le plus loin possible du coin. Ici, il doit aller plus vers le centre que vers le côté. Mais malgré tout, si le roi noir joue mal, très mal, et qu'il va lui-même se cacher dans le coin, eh ben, je peux forcer un échec et mat. Je vais vous donner un exemple. Alors, il faut faire attention aux pattes parce qu'il y a plusieurs situations de pattes. Par exemple, si je joue ceci, ok, le roi va aller se cacher en H8. Si je jouais ça, ce serait patte, match nul. Ok, donc je dois faire très attention. Je dois mettre un cavalier qui va menacer l'échec au roi, mais vous voyez, c'est pas facile. Il faut que je puisse contrôler la case. Alors, je vais faire un grand tour. Il faut que je puisse contrôler la case G8 et la case H8. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Je ne contrôle pas G8. Voilà, j'ai fini par y arriver. Donc, je joue un coup d'attente. Le roi va en G8. Regardez bien, échec au roi. Et si le roi va se cacher au coin, cavalier F7, échec et mat. Bon. C'est pas possible de forcer, mais malgré tout, cette position, on la joue parce que, enfin, on peut la jouer parce que le mat est possible. Alors, il y a une question qui vient immédiatement à l'esprit dans ces cas-là. Quand est-ce que ça s'arrête? Parce que je vous dis, c'est très facile pour les noirs de ne pas se faire coincer par un échec et mat. Il suffit de rester à peu près au centre. Ok, mais les blancs, malgré tout, ils ont 2 cavaliers de plus. Ils se disent, pourquoi ne pas continuer indéfiniment cette partie? Il suffit de pas mettre de cavaliers en prise, c'est pas très compliqué. Je continue indéfiniment, des heures et des heures, jusqu'à ce que mon adversaire, épuisé, finisse par craquer et aller se cacher au coin. Eh bien, il y a une règle pour éviter que les parties ne durent trop longtemps comme ça, c'est ce qu'on appelle la règle des 50 coups. Plus exactement, écoutez bien l'énoncé du règlement, si 50 coups consécutifs par les blancs et par les noirs sont joués sans prise de pièce ou mouvement de pion, c'est match nul. C'est-à-dire qu'en gros, dans cette situation, les blancs ne prendront pas de pièces puisque les noirs n'en ont plus, et les blancs ne bougeront pas de pion parce qu'il n'y en a pas non plus. Donc si je joue 50 coups de balai avec mes cavaliers sans parvenir à faire échec et mat, eh ben c'est match nul. Voilà. Donc les noirs n'ont qu'à attendre pendant 50 coups que les blancs essayent sans y arriver. Au bout de 50 coups, ça sera match nul. Ça évite que les parties durent 200 coups, 300 coups, 500 coups, parce qu'il n'y a pas de limite en fait en réalité. Alors, dans cette position, c'est assez facile et il y a des cas plus compliqués. Par exemple, une position extrêmement connue et qui arrive en fait en pratique assez souvent de la théorie des finales, c'est le cas où les blancs ont, pour le coup, un fou, un cavalier contre un roi isolé. Voilà. Alors, cette position, il faut savoir qu'elle est gagnante pour les blancs. Si les blancs jouent bien, ils peuvent forcer un échec et mat. Même contre la meilleure défense des noirs, ils peuvent forcer. Il y a une méthode à connaître, elle n'est pas si simple, c'est possible de la connaître, je vous ferai sûrement une vidéo sur cette méthode, mais bon, malgré tout, on peut faire échec et mat. Il faut forcer le roi noir à aller dans le coin, très important, un coin de la couleur du fou, c'est-à-dire un coin noir, dans mon exemple, puisque j'ai mis un fou de case noire, et ensuite, par des manœuvres assez précises avec le roi et le cavalier, encercler le roi et faire échec et mat. Mais si les blancs n'y arrivent pas,
s'il se contente de bouger les pièces de manière un peu erratique sur l'échiquier, voilà, sans trop savoir ce qu'ils font. Si les noirs défendent bien, ils essayent de s'éloigner des coins de cases noires et que les blancs n'arrivent pas à forcer le roi à aller dans un coin noir, eh ben c'est pareil. Au bout de 50 coups, match nul, on considère que les blancs n'ont pas montré qu'ils savaient gagner cette position, ça sert à rien de continuer. Voilà, donc ça c'est un des cas assez classiques où la règle des 50 coups est appliquée. Il y a un autre cas très classique, même dans les parties des très forts joueurs, c'est une partie roi-tour fou contre roi-tour. Alors là aussi, il y a une théorie de cette finale assez compliquée. Normalement, c'est match nul, mais c'est difficile de tenir parce que le camp qui a le foot plus a beaucoup de pièges pour gagner. Donc, si les noirs tiennent pendant 50 coups, on leur accorde la nulle, sinon, ça ne marche pas. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un troisième cas de match nul qu'on appelle la répétition. La répétition de la position à 3 reprises. Alors, je vais vous mettre un exemple. Là encore, je mets des exemples assez génériques qui peuvent être généralisables. Bon, je mets une position a priori un peu équilibrée. Je vais mettre un roi blanc ici, une tour noire en C8 et une tour blanche en E1. Voilà. Voilà, donc je vous mets une finale de tour assez, voilà, assez simple en réalité. Chaque camp a le même nombre de pièces, un roi, une tour, 2 pions. Alors on s'aperçoit que les pions noirs sont disjoints, 2 îlots contre 1 pour les blancs. Bon, malgré tout, la position doit être à peu près équilibrée. Pour l'instant, les pions blancs ne sont pas avancés du tout, donc il n'y a pas de menace de promotion. Et pareil, les pions noirs ne sont pas très menacés. Mais la partie continue. Il n'y a pas du tout de pattes, il n'y a pas insuffisance de matériel, il n'y a pas du tout la règle des 50 coups. Voilà. Donc, imaginez le scénario suivant. Les blancs se disent, bon, avant de pousser mes pions, je vais attaquer les pions noirs, je vais essayer d'en gagner. Ils décident de jouer tour à 1, attaquant le pion A5. Les noirs se disent, j'ai aucune raison de donner mon pion, je vais le défendre. Tour à 8. Les blancs se disent à ce moment, bon, j'arrive pas à prendre le pion, il est soutenu, du coup, je vais me rabattre sur l'autre, je vais jouer tour D1. Les noirs se disent, j'ai aucune raison de lui donner le pion D, je joue tour D8, je le défends. Les blancs disent, il a changé son fusil d'épaule, j'attaque le pion A. Les noirs, je défends le pion A. J'attaque le pion D. Les noirs se disent, je défends le pion D. J'attaque le pion A, je défends le pion A. Bon, vous avez compris, je pourrais continuer comme ça jusqu'à demain matin, ça ne changerait absolument rien. Les blancs ne vont jamais gagner un des pions noirs et les noirs ne vont jamais réussir à pousser leur pion. Donc, il y a une règle. Si, écoutez bien une nouvelle fois l'énoncé parce que c'est assez précis, chaque mot compte. Si la même position, excusez-moi, se répète à 3 reprises, c'est déclaré match nul. En réalité, ce que ça veut dire, c'est quelque chose un petit peu photographique. Si on prend, avec un appareil photo imaginaire, si je prends 3 fois de suite la photo de la position et que c'est exactement la même photo au pion près, eh ben c'est match nul. Attention, il faut que ce soit toujours le même camp qui est le trait, c'est-à-dire que parfois, il peut arriver qu'on ait la même position, mais dans un cas, c'est au blanc de jouer, dans l'autre cas, c'est au noir de jouer. Dans ces cas-là, ça ne compte pas. Mais si on a 3 fois au cours de la partie, pas forcément successivement d'ailleurs, au cours de la partie exactement la même position, c'est match nul. On considère qu'aucun camp n'a fait de progrès puisque on retourne toujours à la même position, donc ça ne sert à rien de continuer, il faut l'arrêter. Évidemment, il faut qu'aucun camp n'ait fait de progrès. Il ne suffit pas qu'un des 2 camps, souvent imaginons un camp en infériorité numérique, dise « je suis mal parti, je casse mon roi dans un coin, je fais vite fait des allers-retours 3 fois de suite avec mon roi et je dis match nul ». Non, ça serait trop facile. Il faut que les 2 camps fassent exactement la même chose et qu'on ait 3 fois de suite la même position. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la répétition de la position à 3 reprises. Alors, il y a un autre cas de match nul qui est un petit peu lié à cette histoire de répétition, parce que souvent ça revient à une question de répétition, mais malgré tout un petit peu différent, qu'on appelle l'échec perpétuel. Alors, pour ça, je vais vous montrer un diagramme, voilà, pour illustrer ça. Alors, je vais mettre pour les blancs un roi en B1. Je vais placer une dame en C2. Je vais placer des pions blancs en A2, B2, ainsi qu'un pion en D6. Pour les noirs, je vais placer un roi en G8, une dame en A5, une tour en A8 et une tour en D8.
Je vais ajouter également un fou en D2, un cavalier en C5 et un pion. Alors, on va en mettre un en D7, on va en mettre un en G5, un pion ici en B4 et on peut en ajouter un là. Voilà. Et on va dire que c'est au noir de jouer. Bon, ok. On va dire que c'est au noir de jouer échiquier d'analyse. Alors, je vous ai mis cette position parce que c'est une position que j'ai vue jouer par des élèves où ici les noirs ont fait une erreur terrible. Donc je vais en profiter pour vous montrer l'erreur, ça permettra de réviser un échec et mat très rapidement et vous parler de cet échec perpétuel. Ici c'est au noir de jouer, les noirs auraient pu jouer évidemment échec et mat en un coup. De manière très simple. Alors notez déjà, on peut faire un petit bilan de cette position parce qu'elle est beaucoup plus compliquée que les positions précédentes. Les noirs ont un énorme avantage matériel. Hein, ils ont 2 tours, un cavalier, un fou, et même un pion de plus. Bon, le pion ne sert à rien, mais malgré tout. Et surtout, on voit que leurs pièces sont bien placées pour attaquer le roi blanc. Et d'ailleurs ici, dame prend A2, échec et mat. La partie aurait été terminée tout de suite. Bon, les noirs ont voulu jouer autre chose, peut-être qu'ils n'ont pas vu l'échec et mat, ou alors ils ont été tentés par ce coup qui a l'air très intéressant aussi, un sacrifice B3. L'idée de B3, c'est que la dame, si la dame prend le pion B3, ben, elle se fait prendre par le cavalier. Si le pion prend, la dame descend ici en A1 pour faire échec et mat, et la dame ne peut pas prendre le fou parce qu'il est défendu par sa dame. Donc ici, mettons-nous plutôt, parce que c'est pas tellement les coups des blancs qu'on va chercher ici, les coups des noirs, pardon, mettons-nous à la place des blancs. La situation est assez sombre. Donc ils sont menacés de mat en un coup, leur dame est en prise, et ils ont 4 pièces de retard. Donc, beaucoup de gens penseraient à abandonner ici. Malgré tout, ils ont un point positif dans leur position, un seul, c'est leur dame qui est assez mobile et la situation un peu précaire du roi noir qui est assez isolé. On voit que les pièces noires sont toutes de l'autre côté, elles ont du mal à revenir défendre. Donc assez vite, on s'aperçoit d'un coup candidat, en réalité, c'est dame G6 échec. Voilà. L'avantage de faire échec au roi, c'est que l'adversaire ne peut pas répondre échec et mat, ce qu'il ferait sur n'importe quel coup probablement qui n'est pas échec au roi, parce qu'il doit défendre son roi, c'est dans le règlement. La question est, où va-t-il aller avec son roi? Imaginons qu'il aille en H8. Eh bien, je le poursuis. Dame H6 échec. Il n'a pas le choix, roi G8. Hop, dame G6. S'il décide d'aller se cacher de l'autre côté, roi F8, je le poursuis, dame F6. Et là, il est embêté. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont vu que si le roi va se cacher en E8, c'est la catastrophe absolue pour les noirs. Baiser de la mort, dame E7, échec et mat. Donc ce coup est interdit, il doit aller se cacher de l'autre côté en G8. Mais la dame décide de continuer, dame G6. Roi H8, dame H6 échec. Roi G8, dame G6 échec. Roi F8, dame F6 échec. Etc., etc. Une nouvelle fois, je peux continuer jusqu'à demain matin. Alors, on s'aperçoit que les blancs, tant que les noirs restent sur ces 3 cases, ne feront jamais échec et mat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'une pièce qui attaque. Pour faire échec et mat, normalement, il faut 2 pièces. Hein, une qui attaque, une qui bloque. Donc, la dame toute seule ne peut pas faire échec et mat, mais elle a suffisamment de puissance pour faire échec au roi tout le temps. D'autant que le roi est assez coincé et qu'aucune pièce noire ne peut se mettre en bouclier sur la 7e rangée. Eh bien, on appelle ça échec perpétuel. Voilà. C'est-à-dire que perpétuellement, la dame va attaquer le roi noir, empêchant les noirs de jouer autre chose que de défendre leur roi, mais ça sera que des échecs au roi, pas d'échecs et mat. Donc, cette configuration d'échec perpétuel, c'est match nul. Voilà. En gros, ça revient un petit peu à une répétition, parce que souvent, l'échec perpétuel donne lieu à une répétition de la position à 3 reprises. Là, voilà. En passant continuellement sur les cases H6, G6, F6, je vais finir par faire une répétition. Donc ça, c'est donc un nouveau cas de match nul, l'échec perpétuel. Voilà. C'est une arme qui permet parfois de se défendre quand on est mal parti. Si l'adversaire a un peu négligé la sécurité de son roi, malgré plusieurs pièces de moins, parfois on réussit à attaquer le roi adverse, pas pour lui faire échec et mat, mais pour l'empêcher de faire autre chose que de bouger son roi. Voilà. Alors, là, je vous ai fait un compte-rendu assez exhaustif de tous les cas de match nul. Alors, je vous parle plus en réalité ici des règles que d'exercices à résoudre. Je vous donnerai un ou deux petits exercices pour finir malgré tout, mais là, c'est plus des règles à connaître pour savoir quand on a le droit de réclamer la nulle et de dire à son adversaire, c'est match nul, on arrête la partie.
Je vais vous mentionner aussi un autre cas. Alors, ce cas, il arrive le plus souvent dans des parties officielles, des parties de tournoi, souvent entre des joueurs déjà expérimentés, mais malgré tout, je vous le mentionne parce que ça fait partie des règles du jeu. On appelle ça la proposition. Alors, excusez-moi, je vous mets une position pareille, un peu générique. Je mets un roi, deux pions et une tour pour les noirs, un roi, deux pions et une tour pour les blancs, trait au blanc, voilà. Alors, imaginez cette position, une finale. Bon, la finale est très équilibrée. Chaque camp a exactement le même matériel, roi, tour, deux pions, roi, tour, deux pions. On voit qu'en plus, les pions se font face. Donc, a priori, aucune rupture et aucune promotion n'est à l'ordre du jour. Si les blancs avancent leurs pions, bon, bah, ils se feront échanger quand ils arriveront vers la 5e rangée. Et si les noirs avancent leurs pions, ils se feront également échanger. On ne fera pas échec et mat au roi blanc alors qu'il est très bien protégé là, et que les noirs ont très peu de pièces pour le faire, et idem pour le roi noir, on ne leur fera pas échec. Donc, normalement, en toute logique, cette partie devrait se finir par match nul. Malgré tout, aucune des règles permettant d'imposer le match nul n'existe ici. Il n'y a évidemment pas de patte, chaque camp plein de coups légaux à sa disposition. Il n'y a pas insuffisance de matériel, parce que je vous dis qu'il suffit d'un pion pour qu'il n'y ait pas insuffisance de matériel, et là, il y a carrément une tour et deux pions. La règle des 50 coups, elle n'est pas applicable, puisque 50 coups sans mouvement de pion ni prise de pièce, on imagine qu'au cours des 50 prochains coups, au moins un des 4 pions va bouger, ce qui va remettre le compteur à zéro. Il n'y a pas du tout d'échec perpétuel. C'est vrai qu'on peut imaginer un échec, par exemple ici au noir, mais enfin, les blancs, ils restent cachés, puis il n'y aura pas du tout de perpétuel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, cette position, elle est complètement égale. À moins de faire une énorme erreur, comme par exemple de tolérer une enfilade sur la même ligne, roi, tour sur la même ligne, et la tour adverse qui vient, hop, faire une enfilade pour récolter la tour, personne ne va la perdre. Il faudrait vraiment faire une erreur terrible pour perdre cette partie. Deux joueurs un tout petit peu expérimentés ne la commettront jamais. En fait, je vous donne un exemple, il suffit d'attendre. Si je ne fais rien avec les blancs, si je me contente de jouer par exemple la tour n'importe où sur la 2e ou la 3e rangée et d'attendre, il m'arrivera rien. Quand les pions noirs avanceront, je les échangerai et ça sera match nul. Bon. Et bien dans ces cas-là, on a le droit de proposer nul à son adversaire. Ça veut dire, quand on joue un coup et on lui dit je te propose nul, ça veut dire je considère que la partie est complètement égale, personne ne va la gagner, personne ne va la perdre. En plus, la position n'a pas grand intérêt à jouer. Donc, plutôt que de perdre son temps à passer encore une demi-heure ou une heure à bouger sa tour et son roi un petit peu au hasard, arrêtons-là, recommençons une autre. Bon. L'adversaire a le droit d'accepter. S'il accepte, il serre la main de son adversaire en signe d'acceptation et la partie est nulle, un demi-point chacun. Il a aussi le droit de refuser. Il peut dire personne n'est obligé d'accepter une nulle. Donc il peut dire non, non, je continue. Et puis il joue un coup quelconque et la partie continue. Voilà. Elle se finira, dans l'exemple que j'ai donné, elle se finira probablement par la nulle, mais on a le droit de refuser. Donc là, je vous donne un cas de proposition ou une proposition totalement logique, hein, puisque la partie est objectivement nulle. Après, notamment dans le cas de tournois, des tournois avec de l'enjeu, des prix, des récompenses, des titres, il peut arriver que des joueurs proposent nul dans des situations beaucoup plus compliquées. Et là, il y a toute une psychologie, une théorie, disons, de la proposition de nul, de l'acceptation de nul. Par exemple, vous jouez contre un adversaire censé être beaucoup plus fort que vous, mais vous avez obtenu un avantage dans la position, disons un pion de plus, vous lui proposez nul. Alors, que fait-il? Il est censé être plus fort que vous, donc il est censé gagner. Malgré tout, sa position est inférieure. Est-ce qu'il prend le risque de continuer? Est-ce qu'il accepte la nulle? Bon, la pendule joue aussi un rôle. On peut avoir une position avantageuse, mais très peu de temps pour finir la partie, ou inversement. C'est des questions souvent très très compliquées à résoudre. Est-ce que je dois proposer nul? Est-ce que je dois accepter au moment où mon adversaire me propose? Voilà. Bon. Enfin, contentons-nous pour l'instant de savoir que cette règle existe. On a le droit de proposer nul à son adversaire à tout moment de la partie. Alors maintenant, pour ces histoires de match nul, je voulais quand même vous proposer un exercice. Un exercice qui a trait donc à cette question. Donc je vais mettre pour les blancs un roi en G1, une tour en E1, des fous en G3 et G4 et des pions en A4, B3, C4, F2, F2, G2, H3. Pour les noirs, on va leur placer un roi en H8,
un fou en C6. Ah, excusez-moi, j'ai mis le pion blanc en C5, il est en C4. Des pions en A5, B4, C5, G7, H7. Et enfin, un duo de tours en A2, C2. Voilà. C'est au blanc de jouer. Alors, avant de chercher un coup, tout ça, la position pour le coup est beaucoup plus compliquée que les exemples précédents que je vous ai montrés. Ça, c'est tiré d'une vraie partie. Position assez complexe, donc on va essayer de comprendre ce qui se passe avant de chercher un coup. Si on regarde le matériel, on peut considérer que les noirs ont un très léger avantage matériel. Ils ont ce qu'on appelle une qualité d'avance. C'est-à-dire que si on regarde les pièces, je ne parle pas des pions, si on regarde des pièces, ils ont 2 tours et fous contre 2 fous et tours. La différence entre une tour et un fou aux échecs, on appelle ça une qualité. Donc, ils ont une qualité d'avance. Mais les blancs ont un pion pour contrer cette qualité. Voilà, ils ont 6 pions contre 5. Donc, du point de vue purement matériel, c'est presque égal. Je dirais très, très léger avantage noir. Après, regardons la position. On s'aperçoit là, par contre, que les noirs ont l'air d'avoir une bonne position favorable parce qu'ils ont des pièces très actives. Ils ont 2 tours alignés sur la deuxième rangée, et ça, c'est terrible, parce que ça immobilise les pièces blanches à la défense des pions F2, G2. Sinon, il y aurait des menaces terribles sur la seconde rangée, soutenues, c'est très important, par le fou C6, qui joue un rôle aussi d'attaque du roc, ce qui fait que les pièces noires sont actives, les pièces blanches ont l'air un peu plus passives. Une autre chose très importante, c'est ce pion B3, qui est faible. Il ne peut être défendu par aucun pion, puisque ces pions sur les colonnes voisines sont déjà avancés. Et je peux assez facilement l'attaquer avec les noirs en plaçant une tour en B2, une autre en C3. Je vais l'encercler, je vais le prendre, et si ce pion tombe, je réfléchis à long terme, mais c'est comme ça qu'il faut faire quand on analyse une position, si ce pion venait à tomber, ça serait la catastrophe pour la position blanche. D'une part, parce que les pions voisins C4 et A4 tomberaient sûrement eux aussi, ils auraient plus de soutien, mais surtout parce que le pion B4 des noirs deviendrait une sorte de monstre. Il serait à 3 cases de la promotion, sans personne devant lui, pion passé, doublement protégé, voilà. En échange de quoi? Quel est l'atout des blancs? En fait, ils en ont qu'un seul, c'est que les noirs sont dans un couloir. Il y a une espèce de configuration de mat du couloir. Voilà. Si la tour pouvait arriver ici en E8, ça serait échec et mat. Malheureusement, pour l'instant, elle ne peut pas. Il y a le fou C6 qui la prendra. Voilà. Donc, il faudrait qu'ils puissent utiliser cet atout, d'autant qu'ils sont assez pressés. Si c'était aux noirs de jouer, les noirs joueraient peut-être quelque chose comme pion H6 ou plutôt pion H6 pour se donner une case de fuite pour le roi, et le thème du mat du couloir disparaître. Donc déjà ici, le bilan que je viens de faire permet de se dire que les noirs ont l'avantage. Ça, c'est toujours très important parce que cette question de qui a l'avantage permet de se poser la question suivante, est-ce que je serais satisfait par un match nul? Et bien ici, je pense que les blancs devraient répondre oui. Ils n'ont pas une position désespérée, mais ils ont une position défavorable. Donc normalement, quand on est mal parti, on vous dit match nul, vous dites bon, ben, c'est plutôt une bonne affaire, je m'en tire pas mal. Et ici, les blancs ont une combinaison pour faire match nul, une combinaison basée sur la répétition en réalité. Donc je vous laisse réfléchir un tout petit peu comment les blancs forcent un match nul dans cette position. Voilà, alors je vais essayer de répondre à cette question. Je vous ai donné précédemment les éléments pour y répondre. Ils vont faire une espèce de chantage. Je vous ai dit qu'ils aimeraient bien jouer tour E8 échec pour faire un mat du couloir, mais qu'ils ne peuvent pas le faire parce que le fou C6 défend. Mais le fou C6, pour défendre, on s'aperçoit qu'il n'a pas tellement de cases en réalité, puisque la case B5 lui est interdite à cause des pions. Donc en fait, il n'a que la case D7. Donc je vais vous proposer de jouer fou F3. Alors, l'idée, c'est de menacer le fou C6, et si jamais le fou C6 venait à prendre le fou, bien sûr, on ne reprendrait pas, on intercalerait échec et mat. Donc en fait, le fou C6 est attaqué et il doit s'enfuir. Mais il ne peut pas s'enfuir n'importe où parce qu'il doit toujours contrôler la case 8. Vous apercevez vite qu'il n'y a qu'une seule case possible, c'est de jouer fou D7. Mais, imaginez que vous répétiez le coup. Vous jouez fou G4. Vous refaites la même menace. Ce coup-ci sur la case G4. C'est exactement la même chose. Il ne peut pas jouer fou prend G4 à cause de tour 8 mat. Il ne peut pas défendre son fou avec la tour, auquel cas vous simplement vous échangeriez le fou
et la tour prendrait sa place, mais elle ne remplit pas le rôle du fou de défense de la case 8 du coup échec et mat. Donc ici, on s'aperçoit vite que le seul coup des noirs pour ne pas perdre, c'est de revenir en C6. Au lieu de tour D2, fou C6, et bien vous recommencez. Fou F3, vous avez compris, il est obligé de jouer fou D7, fou G4. Il est obligé de jouer fou C6, fou F3. Il est obligé de jouer fou D7, fou G4. Et là, comme c'est la troisième fois que je joue fou G4, j'ai le droit, avant de jouer fou G4, de dire à mon adversaire, je vais te jouer fou G4. Cela va faire 3 fois de suite la même position, match nul, et c'est vrai. C'est la règle de la répétition de la position à 3 reprises. Voilà. Donc bravo à ceux qui ont trouvé cette manœuvre. Maintenant, je vais vous montrer un autre exercice. Voilà, une fin de partie, un échiquier un peu plus vide pour voir, voilà, pour voir un petit peu si vous trouvez la solution. Imaginez une situation de ce type. Je vais mettre donc les noirs qui vont se défendre. Je vais mettre un cavalier blanc. Voilà, là je vous ai placé la position de ce diagramme. Donc un roi blanc en H7, un cavalier blanc en B2, un roi noir en A5, un pion noir en A4 et un cavalier en C4. Voilà, c'est très haut blanc. Alors, pour trouver la réponse à ce problème, il faut bien connaître toutes les règles de match nul. Je précise que le pion des noirs se dirige vers le bas. Hein, il va faire une promotion en A1. Alors déjà, pourquoi je vous mets ce problème? Parce que pour trouver la solution, il faut répondre à une question qui normalement a l'air assez bizarre concernant un jeu, mais qui aux échecs a un certain sens. La question qu'il faut se poser ici quand on a les blancs, c'est de se demander, mais pourquoi je joue? Alors, normalement, dans la plupart des jeux, on répondra pour gagner. Mon objectif, c'est de gagner. Le problème, c'est que dans cette position, si avec les blancs, vous dites mon objectif, c'est de gagner, ben vous risquez de perdre. Ici, il faut comprendre une chose très importante, c'est que vous ne pouvez pas gagner avec les blancs. C'est impossible, parce que le seul matériel que vous avez, c'est un cavalier. Et je vous rappelle que roi et cavalier, même si par une opération miraculeuse, je ne vois même pas comment, vous liquidiez le pion et le cavalier des noirs, ça serait quand même match nul. Parce que le roi noir serait seul contre roi et cavalier blanc, c'est match nul. Donc de toute façon, les blancs ne gagneront pas cette partie. Donc il ne faut pas essayer de gagner, vous n'y arriverez pas. Par contre, si vous essayez de gagner, vous risquez beaucoup de perdre. Pourquoi? Parce que l'adversaire, et c'est là qu'il faut essayer de comprendre, si vous vous dites comment, si vous comprenez que vous ne pouvez pas gagner, vous devez vous dire, bon, je dois faire match nul, mais dans ces cas-là, comment y arriver? Une question importante, c'est de se dire, mais comment ferait mon adversaire pour me battre ici? Eh bien, la réponse est assez logique. Pour vous battre ici, il faut qu'il arrive à se transformer en dame. C'est ce pion qui va vous permettre de gagner. Alors, c'est pour ça qu'ici, il y a un coup assez logique, mais qui serait une grosse faute. Ici, on a le choix. Notre cavalier est en prise, soit on prend le pion des noirs, auquel cas on se fait reprendre, soit on prend gratuitement le cavalier des noirs en faisant échec au roi, ce qui serait le coup a priori tentant. Mais faisons un petit peu le bilan. Pourquoi je prendrais le cavalier des noirs? Est-ce que je vais gagner cette partie? Non. Je ne vais pas la gagner parce que de toute façon, je ne peux pas le gagner. Est-ce que je vais la perdre? Eh bien, peut-être. Parce que, ok, j'ai pris un cavalier, ok, j'ai fait échec au roi, mais mon adversaire a toujours son pion passé, à 3 coups de fer dame, en sachant que mon roi est très très loin et ne peut pas participer à la défense. Donc ici, ça va être une lutte entre le cavalier blanc et le roi et le pion noir qui vont essayer mutuellement en s'aidant de pousser le pion à dame. Je suis pas sûr du tout que le cavalier arrive à arrêter le pion dans de bonnes conditions. Donc si vous vous dites ça, on peut d'ailleurs essayer, on peut regarder, cavalier prend C4. Si les noirs jouent roi B4, attaque le cavalier. Déjà, il y a des questions difficiles auxquelles il faut répondre. Si j'attaque le pion à nouveau, eh ben, il avance. Si je joue échec au roi, le roi va s'écarter. Par exemple, roi C3. Si le cavalier vient ici, je peux continuer à l'attaquer. Si le cavalier vient en A2, alors c'est vrai qu'il y a des circuits pour faire match nul, mais malgré tout, c'est compliqué. Je peux me tromper. En revanche, dans la position de départ, si j'avais joué le coup un petit peu paradoxal, cavalier prend pion. Bon, que les noirs reprennent ou pas, peu importe, imaginons qu'ils reprennent, on arrive à la situation roi et cavalier contre roi, qui est une nulle théorique. Vous pouvez directement tendre la main à votre adversaire et lui dire c'est match nul.
il n'y a pas de moyen de gagner et vous avez obtenu ce que vous vouliez dans la position de départ, le match nul en un coup. Voilà. Donc, connaître ces règles de match nul précisément, l'insuffisance de matériel, la règle des 50 coups, la répétition de la position, ça permet en une seconde de résoudre ce genre d'exercice et de sauver des demi-points. Hein. Vous auriez très bien pu perdre cette finale en allant chercher le cavalier. On ne sait pas très bien pourquoi, parce qu'en réalité, la partie, vous ne luttez pas pour gagner, vous ne pouvez pas la gagner. Alors que si vous savez que vous ne pouvez pas la gagner, mais que vous pouvez faire match nul en éliminant le pion, vous le jouez tout de suite, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Voilà. Ben écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, elle était un petit peu plus théorique que les vidéos précédentes, c'est-à-dire que c'était beaucoup de choses à connaître, mais malgré tout, c'est des règles un petit peu annexes du jeu. C'est pas les règles qui régissent l'échec et mat, le déplacement des pièces, mais malgré tout, ça fait partie des règles des échecs, notamment des échecs de compétition, et c'est bien de les connaître pour pouvoir, si un jour on est confronté à ce genre de situation, répondre correctement, voilà, aux questions qui se posent sur l'échiquier. Eh bien, écoutez, je vous dis merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.